Donc maintenant on passe à la partie 2, hein, rapidement. La partie 2, donc il vous demande de voir le comportement quand t est très supérieur à 5 taux, donc on est en régime permanent. On va écarter le rôle de générateur E et on va laisser le condensateur va jouer le rôle. Donc le condensateur joue le rôle le rôle de quoi? D'un générateur. C'est-à-dire il va se décharger. Donc UC pour le moment est complète, hein. ET20 est égal à et décharger le condensateur. Donc c'est la réponse à la question, hein. Indiquer la valeur de la tension au bord du condensateur à cet instant-là, UC est égal à ET20, mais il va se décharger au fur et à mesure. On va mettre la position 1, donc on aura le circuit de cette manière-là, R2, mais on a travaillé avec, donc là c'est la position 1 fermée, circuit fermé, et on a travaillé avec RT20 bien sûr. On va rester avec cette RT20 qu'on va l'appeler R équivalente, c'est la même chose, mais ET20 n'est plus, il reste U de T ici, qui est au borne 2. Alors excusez-moi, ici c'est condensateur, hein, c'est pas, ici c'est condensateur. C'est pas une résistance, hein. D'accord? C'est pas une résistance. D'accord? Ok. Donc condensateur UC. Et voilà, donc le courant va être délivré par qui? Par le condensateur. C'est lui qui joue le rôle d'un générateur. Et c'est tout, hein, voilà, le circuit est fermé. Mais nous, on préfère tracer le montage avec R équivalente, qui est RT20, et le condensateur, tout simplement. Voilà le circuit qu'on va utiliser pour résoudre son équation différentielle. D'accord? I de T. Bref, donc, on sait très bien dans ce cas-là que U de T, loi d'émail, hein, loi d'émail, U de T va être égal à U RT20 ou R équivalente. U de T est égal à R équivalente fois I, tout simplement. I de T, bien sûr, toujours, qui est égal à son tour, attention, à moins RC, donc moins C, dérivé de U de T sur dt, hein. Vous voyez le courant qui circule dans l'autre sens. Donc, on peut écrire cette équation de la forme plus R équivalente fois C fois dérivée de U sur dt est égal à 0. Voilà une forme mathématique résolvable. Avec R équivalente, n'oublions pas, on l'a trouvé tout à l'heure, c'est RT20, c'est R1 fois R2 sur R1 plus R2. D'accord? Donc on dit pareil, il s'agit d'une équation différentielle de premier ordre sans second membre. Sans second membre. C'est-à-dire 2 étapes suffit pour résoudre. D'accord? Suffit pour résoudre. Donc, première étape, c'est solution générale. Solution générale de la forme U de T est égal. Si on ne vous demande pas les détails des calculs, vous pouvez la donner directement exponentielle moins T sur taux qui est égal à R équivalente fois C. Ok? Et deuxième étape et dernière, c'est tenir compte des conditions initiales aux solutions physiques. Solution physique, il faut dire que si T est très grand devant 5 taux, donc on est, ou bien cet instant-là, on peut le remplacer par un instant T1 qui est égal à 0, hein, on débute à T0. On a U de T1 est égal à 0, ou à T très supérieur à 5 taux. On a ET20, hein, on a débuté avec ET20. Donc forcément, x va être égal à ET20 si vous remplacez dans l'équation. Ok? Donc la solution générale va être U de T est égal à ET20 fois exponentielle moins T divisé par R équivalente ou RT20 fois C. Voilà la solution de l'équation demandée. Donc, petit c, en déduire l'expression du courant. Donc, comme tout à l'heure, vous connaissez la relation entre le courant et la tension au bord du condensateur. C'est moins c ici, attention, dérivée de U de T sur dt. Donc, il suffit de dériver cette expression-là. Donc, ça va être moins c dérivé sur dt de cette expression ET20 exponentielle moins t sur R équivalente fois c. D'accord?
vous trouvez en fin de compte que I de t est égal, si vous faites la dérivée de l'exponentielle, E thévenin sur R équivalente fois exponentielle moins t sur R équivalente C. Vous voyez, j'utilise T ou T1 ou T', c'est pas un problème, hein. C'est la variable, hein. Comme en maths, comme vous connaissez, comme vous savez, en maths, donc c'est une variable, on peut la changer à tout moment. Voilà, donc on peut montrer que E sur R équivalente aussi, E sur E thévenin sur R équivalente, on remplace les deux par leurs expressions qu'on a trouvées auparavant, c'est-à-dire R2 fois E sur R1 plus R2 pour E thévenin et R2, R1, R2 sur la somme des deux. Si vous faites la simplification, vous trouvez que c'est égal à E sur R1. R1, d'accord? Voilà. Maintenant, juste la partie 3. Donc, la partie 3 nous demande de tracer l'allure de la courbe ou le comportement de la tension dans le cas de la charge et dans le cas de la décharge. Donc, on va voir les expressions qu'on a trouvées dans la partie 1 et 2 et les limites aussi, hein. C'est exactement comme en maths quand vous étudiez une fonction et vous tracez sa courbe représentative. Donc, la partie 3, on va avoir la tension en fonction du temps, bien sûr, U de UC de T. Donc, au départ, on a un comportement exponentiel qui augmente, mais en respectant quelques points particuliers, jusqu'à ce que le régime permanent se stabilise à peu près vers la 5 taux, hein, 5 taux ici, à peu près. 5 taux, j'essaie de changer de 5 taux. Là, vous devez respecter un point qui est de l'ordre de 63% ici, de E thévenin. E thévenin, c'est ça, hein. Il faut la tracer, il faut la faire apparaître. E thévenin, c'est la limite ici, d'accord? E thévenin, ça doit être très clair. Donc là, vous avez 63% de E thévenin, 63% de E thévenin. Là, vous avez 95% pour 3 taux. 3 taux. 95%, voilà. C'est-à-dire, ces points-là vous donnent une idée du comportement. C'est pas n'importe comment qu'on trace, et jusqu'à ce qu'on arrive à 99 ici, à peu près, c'est-à-dire à peu près E thévenin. Et après, il y a la décharge. La décharge, hein, donc on peut couper la courbe, c'est-à-dire l'allonger ou la courcir, mais on va voir le reste de la courbe qui va être une décharge, c'est-à-dire la courbe inverse qui tend vers 0 sans la toucher, c'est la limite, donc ici à peu près dans une instant très loin de 5 taux, qu'on a appelé T1, hein. À l'instant T égale 0, la courbe rouge commence, voilà. Ok, donc la dernière partie, grand 3, régime sinusoïdal. Donc il nous donne le signal d'entrée. Vous voyez, dans ce régime-là, dans cette partie-là, on vous demande seulement de comparer le signal d'entrée et le signal de sortie. Alors, vous n'allez pas entrer trop dans les détails. Et souvent, on fait appel à la notation complexe qui facilite énormément la tâche. Donc il nous donne le signal d'entrée, VE de t est égal à U max. Vous savez que U max sur racine de 2, c'est U efficace. Et souvent, on utilise U efficace qu'on appelle U tout court. Donc, U fois racine de 2, c'est U max. Donc, normalement, dans l'équation, ici, il doit écrire U max, mais il préfère utiliser U fois racine de 2, pourquoi pas. Donc, il ne faut pas être trop dérangé par racine de 2. Et là, la forme générale, c'est sinus oméga t plus une constante qui montre la phase de départ. Je vais vous expliquer. Là, la phase de départ, c'est 0, donc c'est oméga t. Le signal de sortie, il doit être presque le même, avec la même fréquence surtout. Le oméga doit être la même, sinon on est dans un autre domaine très complexe, très différent. Nous, on étudie des signaux qui entrent et qui sortent avec la même fréquence. Quand je dis fréquence, oméga est égal à 2pi fois f, hein. Et même les gens de l'électricité, la pulsation l'appelle fréquence, tellement elle est liée à la fréquence. Vous savez que f est égal à oméga sur 2pi. Donc si on dit fréquence, c'est pulsation à 2pi près. Ok? Donc ce qui doit rester le même, c'est oméga. Donc Vs, si on voudrait répondre à la question 1, les caractéristiques du signal de sortie sans faire les calculs, doit être égal à U, ça c'est U max d'entrée par exemple. E max, hein, max, c'est la même, c'est U. Et la sortie va être U sortie fois racine de 2, c'est-à-dire U max sortie, d'accord? C'est la même, comme je viens de vous expliquer. Fois quoi? Fois sinus oméga t, c'est la même toujours. Là, c'est différent, vous voyez?
l'amplitude différent, ou peut-être égal, hein, mais ce qui doit être égal obligatoirement, c'est oméga, le temps qui est variable, plus une constante qui peut être 0 comme ici, ou un angle ça s'appelle le déphasage, phi. Donc la phase, on fait appel à la notation grecque phi, d'accord, pour montrer donc phi de sortie. Ici, phi d'entrée est égal à 0, phi de sortie est différent de 0, ou peut-être égal à 0. Quand est-ce qu'ils ont la même phase? Quand le signal d'entrée, par exemple, son signal d'entrée et le signal de sortie, les deux montent et descendent en même temps, hein. Voilà, par exemple, là, je ne trace pas très bien, d'accord? Voilà, là, c'est phi s égale 0 ici. Pareil que phi e, c'est-à-dire il n'y a pas de déphasage. Mais quand il y a déphasage, c'est-à-dire quand le signal, celui-là, il monte, l'autre, par exemple, il commence par 0. Là, il y a un déphasage ici. Vous voyez, déphasage entre le minimum et le minimum, il y a un déphasage, une delta t. Delta t, celui-là, multiplié par oméga, ça va vous donner le déphasage phi s. Ok? C'est ça le déphasage. Donc, la réponse à la question, c'est la phase qui est différente et l'amplitude qui est différente. Donc, l'amplitude, c'est ça. Ok? Ok, donc il nous demande d'utiliser de nouveau le modèle de Thévenin. Le trait que vous voyez ici sur le schéma ou dans l'énoncé, ça veut dire c'est en notation complexe. Il ne faut pas qu'il vous perturbe. Donc VE, et là, il y a l'impédance de la bobine, qu'on va l'appeler ZL, hein, c'est-à-dire la résistance globale de la bobine, si on permet de dire ça, hein. Voilà le circuit, donc il y a trois impédances, R et ZL. Je rappelle que l'impédance de la bobine ZL est égale à JL oméga, à prendre par cœur. ZC est égal à 1 sur JC oméga. Et ZR est égal à R tout court, que ce qu'on a utilisé auparavant, toujours la résistance. Mais pour la capacité, pour le condensateur et la bobine, l'inductance, c'est toujours une notation complexe. Il faut la connaître par cœur pour savoir l'utiliser. Et le comportement dans les circuits des impédances est le même que les résistances. Donc là, on a le BM qui est noté dans l'énoncé, qui va être simplifié par une représentation de Thévenin, E Thévenin, et une impédance de Thévenin, Z Thévenin, attention. Bien sûr, ici, un courant extérieur égal à 0. Pareil ici, I extérieur égale à 0. Et voilà, donc on va chercher ce montage de Thévenin. Donc E Thévenin, comme d'habitude, est égal à la tension aux bornes de BM, à vide bien sûr, à vide quand il n'y a pas quand le circuit est ouvert, ici c'est ça à vide, est égal au diviseur de tension, donc c'est la tension aux bornes de ZL, hein. Aux bornes de ZL c'est la même, puisqu'ici deuxième R, il n'y a pas de I ici. R n'est pas fonctionnel, cette résistance. Donc ça va donner quoi? ZL sur la résistance ici, plus ZL fois VE. Voilà, ça c'est E Thévenin. Maintenant, Z Thévenin égale à quoi? Donc là c'est E Thévenin. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est la même chanson qui se répète. Donc il faut neutraliser le générateur VE. Donc le montage va être un court-circuit ici, avec un court-circuit, et ça va donner deux résistances en parallèle, plus une résistance, attention, ici vous cherchez l'équivalent de ces deux-là, plus la résistance ici, ça donne ZT, donc si vous faites les calculs, vous allez trouver que c'est R plus R parallèle à ZL, qui est égal à R plus ZL fois R sur ZL plus R. On est d'accord? Et voilà, ça c'est le montage de Thévenin. Donc on va chercher maintenant dans la question 3 la tension de sortie, VS, pour le circuit de Thévenin. Donc il faut replacer la charge R à sa place pour qu'on puisse faire ce calcul. Donc vous voyez, diviseur de tension pour le VS, VS va être égal à quoi? VS est égal, diviseur de tension, R fois E Thévenin divisé par la somme des deux. C'est ça, diviseur de tension. Donc R sur Z Thévenin plus R fois E Thévenin. Vous avez l'expression de Z Thévenin, vous avez l'expression de E Thévenin. Vous remplacez, vous devez trouver ZL normalement sur 2R. Faites les calculs, vous simplifiez, faites même des dénominateur. C'est ce qu'on a fait avec vos camarades de groupe A. Et on a trouvé cette expression VE
fois VE. Donc vous voyez, la chanson qui se répète dans cette partie sinusoïdale, c'est voir le lien entre VS et VE. Vous voyez, on a trouvé le lien, là, ou le mode le transfert, voilà, le transfert qui transforme le signal d'entrée au signal de sortie, c'est il faut multiplier par cette partie, cette fonction. Donc la question 4, il voudrait savoir les limites, hein, quand f tend vers 0 et quand f tend vers l'infini. La fréquence est liée à oméga, on a dit, f c'est oméga, hein, c'est oméga sur 2pi, c'est presque la même chose. Donc quatrièmement, Vs est égal, je remplace ZL par son expression pour faire apparaître le oméga. Donc ZL, comme je vous ai dit à apprendre par cœur, est égal à JL oméga sur 2R plus 3ZL fois VE, c'est la même chose, est égal à JL oméga sur quoi? Sur 2R plus 3JL oméga VE. Là, regardez le comportement de cette fonction mathématique, par exemple, hein, quand oméga tend vers, quand je dis f tend vers 0, c'est-à-dire oméga tend vers 0. Hein. Oméga tend vers 0, ça va donner 0 fois VE, donc Vs va tendre vers quoi? Vers 0. D'accord? Vs de t égale à 0. Donc Vs de t, la fonction Vs de t va être égale à 0. Pareil pour f tend vers l'infini, c'est-à-dire oméga tend vers l'infini. Vs complexe va être équivalente à JL oméga sur 3JL oméga. Donc, on simplifie par JL oméga. On trouve un tiers de VE. VE sur 3. C'est un résultat important. Donc, on dit que pour le premier comportement, il ne sort rien du tout. Hein. Là, à la sortie, on n'obtient rien. Par contre, quand F est très à haute fréquence, il y a un signal, un tiers de signal qui sort. À basse fréquence, rien ne sort. C'est ça la conclusion. Voilà, donc c'est bon pour cet examen. Je reviens sur la question posée par vos camarades concernant la possibilité d'avoir une bobine dans le circuit. Eh bien, il suffit de voir le TD5, hein, surtout cette partie-là. Elle est très bien détaillée, on l'a corrigée en détail. Vous refaites les mêmes calculs. Si on vous demande les détails des calculs, vous les faites. Si on ne vous demande pas, vous pouvez donner directement les solutions mathématiques, mais il faut répondre aux questions physiques. D'accord? Donc, vous allez voir comment on exprime UL est égal à L dérivé de I sur dt. C'est pas comme pour le condensateur. Et comment trouver l'équation différentielle, comment la résoudre, les 4 étapes si nécessaire, ou 2 étapes si nécessaire. Et voilà, tout est détaillé dans le TD numéro 5. Moi, je vous invite à le refaire. D'accord? Voilà, très bien, très bon TD. Bon courage et bonne chance à tous.